Quand on dit qu'on est pharmacien, la première question qu'on nous pose, c'est dans quelle officine est-ce que tu exerces? Alors que le métier de pharmacien ne se résume pas que derrière un comptoir. Aujourd'hui, on va parler avec docteur Raymond. Bonjour docteur. Bonjour Cécilia. Alors donc docteur Raymond qui est pharmacien, je vais te laisser te présenter, ça sera plus simple. Oui, bonjour à tous. Je suis Raymond Beléné, pharmacien directeur de Socar Farm et aussi associé dans une officine de la place. D'accord. Alors, donc c'est vrai effectivement comme je l'ai dit d'entame, quand on dit qu'on est pharmacien, on pense directement pharmacien, blouse blanche derrière son comptoir. Alors que, donc Raymond, tu as un parcours qui est vraiment très différent. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail, ton parcours? Merci, très différent. Oui, alors c'est vrai, l'officine est ce que l'on voit par des formations. C'est l'un des secteurs de la pharmacie qui est le plus visible. Moi, j'ai donc eu la chance d'étudier en Belgique où j'ai eu mon premier diplôme de pharmacien, donc un pharmacien de base d'officine. Après, j'ai fait un 2S de pharmacie d'industrie où j'ai pendant quelques temps travaillé à Pfizer Louvain-la-Neuve sur des vaccins pour des vaches. Et après, j'ai voulu être un peu plus outillé en étant bilingue et aussi un peu dans le management. Donc, je suis allé aux États-Unis où là, j'ai eu le troisième diplôme un peu plus clinique de pharmacien, clinicien, où j'ai travaillé dans des chaînes de pharmacie, Rite Aid à l'époque, et où j'ai gravi les échelons, avant donc de rentrer en Côte d'Ivoire et travailler dans un laboratoire de le côté formation, plus après marketing et aussi oncologie. Donc je suis revenu à mes premiers amours d'industrie pharmaceutique, mais plus dans le côté promotion, promotion du médicament. Et après, après la Covid, quand la Covid est arrivée, là, j'ai démissionné, je me suis mis à mon propre compte dans mon cabinet de consultance D'accord, pharmaceutique. alors on va justement parler un peu plus en détail de ce volet, entrepreneur. Mais avant d'arriver jusque-là, j'ai vraiment envie que tu puisses m'expliquer un peu ce déclic. Parce que bon, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup, dont moi, hein, de pharmaciens d'officine. Moi, pour donner mon exemple, au bout de la deuxième année, j'ai fait mon premier stage. Je me suis dit: «Non, c'est hyper routinier, je sais que je pourrais pas faire toute ma vie dans une officine, en tout cas pas très jeune», Mm. parce que je suis hyper dynamique. Donc pour moi, voilà, c'était pas possible de rester dans ce cadre-là ou en tout cas d'être dans ce cadre-là tout de suite. Donc pour toi, quel a été le déclic pour justement ne pas faire l'officine? Surtout que, je pense que c'est un peu familial aussi de ton côté, donc tu aurais pu rentrer directement et travailler dans l'officine? Alors, d'abord, il faut dire que c'est un travail qui n'est pas forcément facile. Je Mmh. dirais même qu'il n'est pas facile. C'est un métier qui est gratifiant de travailler en officine, de pouvoir aider la population et des patients, de pouvoir chaque jour se lever et voir différents types de patients, différents types de pathologies et pouvoir les traiter. Euh, donc, c'est un métier gratifiant, comme je l'ai dit. Alors, le déclic, c'est d'abord, effectivement, ma mère est donc titulaire d'officine. Donc, j'ai eu ce modèle-là d'une personne pharmacienne d'officine. Et on dit souvent qu'il faut faire plus que ses parents. Donc, Mmh. c'était ça mon déclic. Je ne pouvais pas, en ayant une mère pharmacienne d'officine, revenir et faire exactement la même chose. J'aurais considéré, à tort ou à raison, que ça aurait été un petit échec. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je fasse plus que ce que ma mère a fait. Et c'est en ce moment-là que j'ai regardé et je suis allé en premier amour vers l'industrie pharmaceutique parce qu'il y en avait pas beaucoup. Il y avait 7% de médicaments à l'époque, quand je quittais la Côte d'Ivoire, qui étaient produits en Côte d'Ivoire. Donc, c'était un débouché qui était potentiellement important et impactant. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé en premier lieu à l'industrie. Avant, après, en étant aux États-Unis, de pouvoir toucher, parce que l'information est importante, de pouvoir toucher d'autres secteurs et ainsi pouvoir savoir qu'effectivement, en dehors de l'officine, il existe d'autres secteurs et on peut être un diplôme, mais différents métiers. D'accord. Alors, est-ce que justement tu peux nous parler un peu plus en détail de de ton master et des différents débouchés? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes derrière leur écran qui vont se poser la question. Oui. Il y a, en matière d'officine, de pharmacie, il y a deux écoles. Il y a l'école francophone, où dès que tu passes, tu as le bac, tu peux rentrer dans la faculté de pharmacie, ce concours ou pas. Tu fais tes études de base. Et que ce soit en France, par exemple, ou en Côte d'Ivoire, en France, tu peux, dès le début, dès la troisième année, si je ne me trompe pas, te différencier par rapport au secteur.
Sinon, en Côte d'Ivoire, on forme le pharmacien de base. Donc, on forme les pharmaciens pour être en officine. Et le doctorat d'État qui est obtenu après 6 ans, plus ou moins, je pense, te permet donc d'être un pharmacien d'officine. Tu es formé pour la base pour être un pharmacien compétent. Mais on te permet de faire des stages dans différents autres secteurs. Et donc, ces autres secteurs sont l'industrie pharmaceutique, que ce soit de la production ou aussi de la promotion de médicaments. La production, comme vous le comprenez, on fait des médicaments. La promotion, on va vers voir des pharmaciens, des médecins pour expliquer en quoi son médicament est le plus approprié pour ces pathologies-là. En dehors de cela, il y a d'autres secteurs comme à l'hôpital, où ceux qui vont à l'hôpital voient qu'il y a des pharmaciens hospitaliers, donc qui travaillent à l'hôpital. Et il y a des nouvelles, je dirais, des nouveaux secteurs comme le pharmacien clinicien qui est intégré dans une équipe autour du patient et qui permet aussi de pouvoir juger. Après cela, dernièrement, j'ai vu qu'il y a un pharmacien nucléaire. Donc, il y a des médicaments qu'on appelle des radiomédicaments, donc qui utilisent un peu de la technologie innovante. Et donc, il faut pouvoir voir cela. Quoi qu'il arrive, après, il y a les pharmaciens qui sont réglementaires, parce que pour pouvoir produire le médicament et qu'on puisse le donner à la population, il faut bien qu'il y ait une Commercialisé. personne qui puisse vérifier la qualité, vérifier le contrôle administratif, et ça, tout ça, ce sont des réglementaires. Après, il y en a qui travaillent au gouvernement, enfin, des agences gouvernementales, des inspecteurs et tout. Et dans l'industrie pharmaceutique C'est pratique également. aussi. Mm. La base de tout cela, il faut savoir que le seul expert du médicament, où qu'il soit, c'est le pharmacien. Donc, c'est pour ça que c'est un diplôme et plusieurs métiers. D'accord, ok. Ben, en tout cas, c'est très clair. C'est vrai que justement, moi, j'en profite pour expliquer un peu mon parcours. Donc, comme j'ai dit, donc moi, j'ai fait pharmacie d'officine aussi. Mhm. Donc, j'ai fait à Dakar, Mhm. donc chez nos voisins. Donc, j'ai eu mon doctorat. Et comme j'ai dit, en fait, moi, pendant mon parcours, c'est un peu pareil que toi. Moi, j'avais mon père qui était pharmacien, qui lui a travaillé chez les grossistes Mhm. pharmaceutiques. Donc, je vais pas citer le nom. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que l'officine, c'est bien. Mais ce que les gens savent pas, c'est que des fois, on voit les pharmaciens, trucs, mais il y a énormément de stress derrière parce que, bon, on en parlera, tu es également chef d'entreprise, tu as une équipe à gérer, c'est des éléments qu'on ne t'apprend pas forcément à l'école. Donc, il y a beaucoup de choses que tu vas découvrir sur le terrain. Et je me suis dit, bon, c'est très bien, comme tu as dit, c'est hyper gratifiant. Mais je me disais, il fallait peut-être que j'aille faire ma propre expérience dans d'autres domaines, Mhm. donc pour justement venir le rapporter à cette pharmacie-là plus D'accord. tard quand je vais y travailler. Donc, j'ai choisi le marketing pharmaceutique, moi, Mhm. parce que je me dis, bon, même en officine, c'est hyper utile. Donc, j'ai commencé donc, ma carrière en tant que chef produit trade marketing donc en France pour Pierre Fabre. Donc pour la gamme Naturactive, donc qui est la gamme de compléments alimentaires et phytothérapie du groupe. Donc après, je voulais rentrer en Côte d'Ivoire. Donc comme toi, hein, j'ai gravi les échelons. Donc je suis passée de responsable commercial jusqu'à aujourd'hui où je suis directrice Afrique. Et finalement, je me retrouve à ne plus faire que du marketing, mais également à faire aussi du commercial. Mhm. Et je pense que c'est hyper gratifiant parce que des fois, on n'a pas forcément, même en tant que pharmacien, on n'a pas forcément cette vision-là de tout ce qui se passe avant que la pharmacie arrive à l'officine et même jusqu'à ce que ça arrive chez le Tout à consommateur. Tu as fait. parlé de promotion médicale tout à l'heure et c'est un peu ça, moi, mon cœur de métier. Donc, justement, former les délégués médicaux pour qu'ils aillent parler aux médecins, les inciter à prescrire en leur donnant la bonne information donc sur les différents produits. Donc voilà, donc après ça, pour revenir sur ton parcours, donc aujourd'hui, tu es entrepreneur. Mhm. Donc comment est-ce qu'on fait pour devenir entrepreneur en tant que pharmacien? Est-ce que tu peux déjà expliquer ton activité et ensuite, comment est-ce que tu es arrivé jusque-là? Mon activité, c'est un cabinet de consultance pharmaceutique qui a plusieurs axes. D'abord, la consultance, c'est-à-dire qu'on appelle un consultant une personne qui est expert dans son domaine et qui peut donc justement donner des avis, des opinions lorsqu'il est sollicité. Ça, c'est le côté consultance. Nous avons un gros pan de formation, donc formation des délégués que tu as cités. On forme aussi les auxiliaires en pharmacie, des pharmaciens, des formations courtes, continues, de savoir-faire comme savoir-être pour pouvoir leur permettre d'améliorer, de remplir leur mission. On a aussi des séances de coaching avec des pharmaciens titulaires pour leur permettre d'être plus efficaces dans la gestion de leurs officines. Après, on a un côté données. Donc, on fait des enquêtes pour nos clients, enquête satisfaction, patientèle, clientèle, inside or outside, ça veut dire à l'intérieur de l'officine ou à l'extérieur, pour pouvoir avoir les avis et des opinions ou bien des sondages d'opinion.
pour des officines ou bien même pour des institutions comme l'Ordre des pharmaciens. Ensuite, on a un volet communication digitale. Mm. On est très réglementé, la profession pharmaceutique. Donc, pour des clients qui nous sollicitent pour leur communication digitale ou leur stratégie marketing digitale, on travaille avec eux afin de leur permettre d'atteindre les objectifs. Et in fine, le dernier pan de notre activité, ce sont des applications digitales. On a d'ailleurs gagné il y a 2 ans le prix d'Orange Fab pour une innovation. On avait une application qui s'appelle Ivoire Health qui prend en charge les médicaments pour certains patients parce que parfois, ils sont malades et ils n'ont pas d'argent, ou bien parfois, ils ont de l'argent et ils ne sont pas malades. Donc, toute cette activité. Comment on devient entrepreneur? C'est pas pour tout le monde, l'entrepreneuriat. Il faut savoir. C'est pas, ça procure beaucoup de stress, que ce soit au début, au milieu ou Ou à à la la fin de fin. votre carrière. Il y a la dénomination commune, c'est le stress. Mm. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et il y a beaucoup de décisions à prendre qui impactent et souvent la vie de personnes. Après, c'est gratifiant de pouvoir impacter, de pouvoir construire, de pouvoir créer. Donc, j'ai toujours eu envie en moi de pouvoir créer, de pouvoir impacter, de pouvoir changer les choses. Et donc, cela, je vais dire, ça devient implicite quand tu as cette envie de devenir entrepreneur. Maintenant, une entreprise, c'est répondre à un besoin. C'est pas, tu ne deviens pas entrepreneur parce que ça te plaît quand tu dises monsieur le DG, monsieur l'entrepreneur. Ou Et tu veux pas travailler pour quelqu'un, tout voilà. simplement. Mais après, il faut répondre à un besoin. Et qui Totalement. dit entreprise dit rentabilité. Donc, il y a ce souci, en sachant que très peu, je ne vais pas dire jamais, je n'ai pas vu, mais très peu d'entreprises sont rentables dès la première année, pour ne pas dire dès les 3 premières années, et voire plus. Mm. Et plus. Après, c'est une idée, un besoin, tu matches le besoin, tu matches l'idée, tu arrives à essayer que tout le monde, ce que tu as décelé comme besoin, tu arrives à le faire concorder avec ton entreprise qui répond à ce besoin. Et après, donc, du coup, euh, ça devient plus facile quand c'est le cas. D'accord. Et comme tu le sais, Raymond, on est vraiment là à l'ère de la génération qui veut entreprendre. Quel conseil est-ce que... Alors, moi, j'ai ma question en 2 volets. Hmm. Déjà, quel conseil est-ce que tu veux donner aux pharmaciens qui veulent entreprendre? Donc, selon toi, quels sont les besoins qui sont le plus exprimés actuellement sur lesquels ils peuvent venir répondre? Et ensuite, quel conseil est-ce que tu pourras donner aussi aux autres pharmaciens? Parce qu'on sait que sur nos jeunes frères, très souvent, c'est difficile pour eux de s'orienter. Donc, ils ont fini le doctorat, ils n'ont pas forcément envie de faire officine tout de suite et c'est un peu difficile pour eux de s'orienter. Donc, voilà, pour ces 2 types de profils-là, qu'est-ce que tu peux proposer? Euh, alors, je donne cours aussi à l'UFR, ici, de Côte d'Ivoire, où D'accord. les 4e années, on leur donne justement un cours de leadership et entrepreneuriat. D'accord, bah, Donc, intéressant. c'est ce conseil-là. Avant d'arriver à eux, ta première question, c'était quel conseil donner aux pharmaciens qui veulent entreprendre? Mhm. Se former, d'ailleurs, d'abord. Parce qu'on a tous fait pharmacie à Dakar. Moi, j'ai fait en Belgique et aux États-Unis. Il y en a qui ont fait en Côte d'Ivoire, en Roumanie, où que tu veux. La dénomination commune de ces formations, c'est que c'est scientifique. Mm. On est l'expert du médicament. Donc, on est obligé d'être formé sur le médicament. Ce qui veut dire que ce soit en 5, 6, voire 7 ans, vous êtes vraiment formé pour vraiment être un expert du médicament. Donc, une fois qu'on se spécialise dans le médicament, il y a des pans que nous, on n'est pas expert. Ce serait donc l'entrepreneuriat, l'entreprise, le management. Donc, la première action, ce serait d'être humble et de savoir qu'il faut se former. On est dans un monde digital, un monde qui va vite. On ne peut plus penser qu'on a la science infuse ou bien le sens aigu et ne pas se former. Et je tiens à préciser que même toi, jusqu'à cette année, tu continues de te former. Tout à fait, tout à fait. Il y a les écoles de management que j'ai fait, Côte d'Ivoire, Espagne, avec un programme américain, et puis là maintenant un programme français, HEC, pour finaliser justement, parce qu'on a toujours besoin de se former pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ensuite, c'est comme le football. Moi, j'adore le football. Les joueurs de football, je pense que les pépites, vous voyez que sur le terrain, ils prennent plaisir et ils gagnent une certaine somme. Mhm. Donc, c'est pareil. Il faut choisir son entreprise qui va avec sa personnalité. Il ne s'agit pas de dire non, non, parce que X ou Y ou Z ont dit que ce secteur-là est rentable, mais ce n'est pas votre personnalité et vous allez aller faire cette entreprise et vous n'allez pas vous sentir bien ou vous n'allez tout simplement pas pouvoir excéder. Ouais. Donc, l'idéal, si c'est possible, c'est de pouvoir justement choisir l'entrepreneuriat dans le secteur et en étant pharmacien ou jeune où on se plaît. Les étudiants que j'ai, il y a par exemple, c'est un qui voulait être pharmacien agriculteur.
Donc, j'ai dit, très Mmh. bien. Mais il pensait qu'il ne pouvait plus le faire parce qu'il était en 4e année pharmacie. Je dis, non. Il peut peut-être inventer des produits à base de plantes ou pas. La formation de pharmacien est une formation qui est tellement poussée, qui te permet d'avoir tellement de compétences qu'il C'est faut juste clair. ajouter l'autre pour pouvoir atteindre ses objectifs. Mmh. Donc, le conseil réel, c'est de pouvoir faire correspondre sa passion dans la mesure du possible, en tout cas son envie, son dynamisme, sa volonté Mmh. avec l'entreprise que l'on veut faire. Et il faut être résilient. Il faut Mmh. être résilient. Parce que ça Vraiment sera pas résilient. facile, hein, Ça tu ne sera l'as pas dit, les facile. 3 premières années, c'est pas sûr que ça sera rentable. Ouais. Et même plus parfois. Mais Oui. après, il faut comprendre que chacun a son histoire, chacun a son étape. C'est pas parce que votre ami Gérard a entrepris l'année dernière, il est déjà en train de réussir, que vous allez entreprendre cette année et que vous voulez réussir en un an. C'est clair. Chaque entreprise a son histoire et il faut vraiment être résilient, formé, perspicace et puis structuré. Il faut vraiment être rigoureux. Mmh. La rigueur est importante dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et après, ça devient comme le football. Après, on s'amuse en faisant. Si on a mis tous ces éléments en place et qu'on le vit, ça devient une envie, une passion et on le vit. Et donc, on sent que, comme on dit aux États-Unis, c'est pas un 9 to 5 job. Ça veut dire que c'est pas Mmh. un travail de 9 heures à 5 heures. Tu peux commencer à 6 heures, tu peux finir à minuit, mais tu ne le sens pas parce que tu es passionné et tu te dis que tu accomplis une mission. Ouais, OK. Donc du coup, pour résumer, c'est, passion et acquisition de compétences. C'est ça pour l'entrepreneuriat. D'accord. Voilà. Et pour la deuxième question, du coup, Pour les étudiants, alors, les étudiants, comment on devient entrepreneur? alors comment plutôt, comment s'orienter? Oui, alors, si c'est en Côte d'Ivoire, Oui. comme on est en Côte d'Ivoire, on finit d'abord la formation de base. Ça veut dire pharmacien qui dure 6 ans. Mmh. Quand on finit sa formation de base, maintenant, on ajoute des formations complémentaires dans le management ou bien si c'est la cosmétique, dans la cosmétique, enfin, dans le domaine où l'on veut y aller. Mmh. Après, il faut se documenter, il faut se renseigner, il faut peut-être avoir un mentor ou discuter. Il faut pouvoir discuter, aller vers les aînés, comme on dit, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, des personnes que l'on considère comme des modèles, comment ils ont fait, qu'est-ce qui a été leur challenge, qu'est-ce qui a été leur ressenti, est-ce qu'ils n'ont pas eu d'échec, etc. Et donc, et après, il faut être aussi goal-oriented. Ça veut dire qu'il faut être focus et il faut savoir ce qu'on veut. Mmh. Je dis toujours aux étudiants que j'ai qu'en 4e année, ils doivent déjà savoir où ils seront dans 10 ans. Oui. Qu'est-ce qu'il faut avoir un plan de carrière. Donc, Mmh. un plan de carrière. Parce que sans plan, c'est comme une roadmap. S'il n'y a pas de plan, on ne sait pas où on va. Et malheureusement, dans Mmh. le monde de l'entreprise ou dans le monde d'adulte, ça ne pardonne pas. C'est clair. Et moi, je rajouterais juste aussi, hein, pour pouvoir s'orienter derrière, il faut, comme tu dis, regarder à vision 5-10 ans Mm. et voir le métier qu'on veut faire, comment est-ce qu'il évolue. Je C'est prends par ça. exemple le cas de l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gros laboratoires qui sont en train de se retirer du marché africain. Peut-être qu'ils reviendront, mais quand on regarde dans le contexte pardon, actuel, ils sont en train de partir. Donc, il y a des métiers qui sont en train de se supprimer ou qui deviennent très rares, comme le marketing, par exemple. Donc, moi, je fais du marketing comme le marketing ou comme les affaires réglementaires où ce sont vraiment des postes où il y a de moins en moins d'offres sur le domaine. Donc, je pense qu'il faudrait aussi regarder parce que ça sert à rien de faire une formation qualifiante par la suite et de ne pas arriver à trouver un métier parce que bah, justement, il n'y a pas d'opportunité dans son pays. Donc, je pense que c'est également important dans le volet orientation d'essayer, comme tu as dit, chercher des mentors ou des personnes qui sont dans ces domaines en question, de discuter au maximum avec eux pour justement qu'ils puissent nous aiguiller sur bah, où est-ce que je peux aller, comment est-ce que je peux aller. Et puis le volet salarial aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est important. Surtout quand on est pharmacien, en fonction de, de la formation qu'on va faire, du nombre de temps qu'on va faire également dans la formation. Il ne faudrait pas après qu'il y ait des frustrations sur ces différents volets-là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de dire que euh, quand on est étudiant, on a une chance incroyable. On peut se permettre d'aller toucher n'importe quel professionnel de santé dans son domaine et dire je suis étudiant, j'aimerais peut-être m'orienter dans ce domaine, qu'on Mm. peut me conseiller. Je pense que 9 professionnels sur 10 vont répondre OK et ils pourront vous donner des conseils. Par contre, dès que vous devenez pharmacien et vous voulez faire la même chose, ça devient plus complexe. Mm. Parce que on voit un autre pharmacien
Et donc, on sait que le temps, c'est de l'argent. Et donc là, on est peut-être moins enclin. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais on est Oui, peut-être moins enclin à, à, à à le, prendre le temps à prendre le temps de et à conseils. le faire. Donc, ça, c'est clair. Deuxièmement, le volet salarial, c'est un volet important. Je me rappelle, donc j'étais aux États-Unis. Mm, Avant de rentrer en Côte d'Ivoire, j'ai fait un entretien avec le DRH de l'entreprise où j'étais, qui était en France. mm. Donc, la première question, il me dit, mais vous savez que vous ne pouvez pas gagner ce que vous gagnez aux États-Unis. Il voulait toujours rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai dit oui. On a fait, je pense, 35 minutes. Cette question, il me l'a posée 5 ou 6 fois. Ouais. Parce qu'il était étonné que je puisse, en proportion, je pense que c'était quand même parce que 5 à 7 fois moins élevé que je gagnais que ce que j'allais gagner. Mais le niveau de vie n'est pas le même Le niveau aussi. de vie n'est pas le même, mais alors, la différence qu'il y a, je dirais, entre moi, d'un point de vue, et c'est mon expérience personnelle, ça Mhm. peut-être d'autres personnes ont d'autres expériences. euh, quand j'étais aux États-Unis, le niveau de vie est très élevé, mais tu fais un budget et tu mets un prévu peut-être 3 à 5%, mais l'imprévu, tu ne le touches jamais. Donc, tu Ouais. le remets en épargne. Mhm. Quand tu rentres en Côte d'Ivoire et que Mhm. tu fais ton budget et tu vas mettre un imprévu 5%, en fait, l'imprévu va être de 15%. Ouais. Et donc, il y a tout le temps des imprévus. Donc, pour finir, même si tu as un salaire qui est quand même correct, j'ai eu la chance d'avoir un salaire qui était correct quand je suis rentré, il y a toujours des imprévus Mhm. qui font. Mais je pense que qui veut aller loin ménage sa monture. Donc, et c'est dommage parce que certains étudiants en pharmacie actuellement ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ils voient le salaire trébuchant là. Mhm. Alors que tu peux travailler avec une personne qui va te former d'une manière Mhm. que tu aurais payé énormément si Ouais. tu allais ailleurs, mais avec lui, tu ne payes pas, mais pour 50 000 francs CFA, qui est une somme, je néglige pas 50 000 francs Mhm. CFA, mais tu préfères aller avec une personne qui te paye 50 000 francs, qui va rien De t'apprendre et plus, qui va ouais. t'utiliser. Mhm. Donc, le côté salaire, c'est important, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas se laisser aller, qui va se Mhm. négliger, non, il ne faut pas aussi Ouais. être utilisé, mais ça va pas être le premier critère dans le Mhm. choix. Ça va pas être le premier critère. Mm. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et moi, j'ai l'habitude de dire que la formation, c'est la clé. Le plus important, c'est d'avoir une vision. C'est ça. Si en troisième année, on sait déjà, je dis quelque chose, qu'on veut aller dans l'industrie pharmaceutique, en fait, on va plus orienter même ses stages pendant son cursus scolaire sur ce type de trucs comme ça. Parce qu'après, c'est de l'expérience qu'on se crée, c'est des relations également qu'on aura par la suite. Et je suis d'accord avec toi sur le point que le salaire, c'est important, mais pas tout de suite. Ouais. Pas effectivement au début. On va demander le salaire dans, voilà, combien est-ce que je peux espérer avoir. Mais au début, je suis d'accord avec toi qu'il faut se former. Parce que c'est ça la clé, c'est ce qu'on vend au final. Souvent, on a des personnes qui vont dire, oui, mais moi, j'ai tel niveau, j'ai fait telles études, je suis pharmacien. Il faut que même dans l'industrie pharmaceutique, on voit, hein, il faut qu'on me paye au moins ça. Mais en fait, aujourd'hui, à la fin de la journée, qu'est-ce que toi, tu m'apportes? Parce que oui, c'est vrai que tu as, par exemple, un master, je ne sais pas, je vais dire marketing, parce que bon, c'est ce que ou en affaires réglementaires. Mais en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas. Tu sais pas forcément monter un dossier technique d'un médicament, tout ça. Donc, moi, c'est du temps que je vais dépenser à le faire et je vais te former pour ça, pour que toi, tu puisses le faire valoir ailleurs. Donc, il y a un compromis à faire au début. Ben, effectivement, il faut être ambitieux à se dire, bon, à un moment, il faut que j'aille sur la table pour négocier ou que j'aille dans une autre entreprise pour apporter ce savoir que j'ai eu. Tout à fait. Un autre volet, c'est que tu es également associé dans une officine. Donc, Mhm. j'ai vraiment voulu que ce soit toi qui fasses ce podcast parce que je pense que tu as aussi ce volet 360 là avec une vue à la fois sur l'officine, sur l'entrepreneuriat et dans l'industrie pharmaceutique. Quels sont, selon toi, en Côte d'Ivoire ou en Afrique de façon générale, le challenge pour un pharmacien d'officine? Les challenges, pardon. Ils sont de plusieurs ordres, de plusieurs niveaux. Il y a d'abord les ressources humaines, la Mhm. qualité des ressources humaines. En tant que pharmacien d'officine, avoir une qualité, en tout cas en Côte d'Ivoire, même dans d'autres pays d'Afrique, parce que j'ai eu quand même francophone, je précise, mais anglophone aussi quand même. Il y a une Mhm. certaine problématique à la qualité de formation à ceux qui travaillent avec vous à un niveau de carrière. Il y a aussi le fait que pour la Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit tantôt, on produit seulement que maintenant 9%, bon 9-10% et encore de médicaments. Donc il y a Mhm. une question de disponibilité et de rupture. C'est Oui. vraiment fort et qui est une problématique. Après, c'est une entreprise. Donc on a Mhm. aussi une troisième problématique qui sont par rapport à l'administration et aux taxes et
Est-ce que parfois, il y a les incompréhensions qu'il y a entre l'administration et l'officine par rapport au fait qu'on est quand même un commerce, mais un commerce qui touche à la santé et d'utilité publique. Donc, il y a certaines tâches qui sont exemptées dans la loi, mais que souvent, on nous le ramène. Donc, on a souvent beaucoup de flux et c'est cela. Et après, il y a le quatrième volet, ce serait la réglementation qui Mhm. n'est pas forcément respectée. Oui. Ça, c'est en interne. Et donc, du coup, il y a tous ces volets de non-respect, d'éthique qu'il faut penser et que, en tant que chef d'entreprise et d'officine, tu dois faire face. Tu dois faire face. Alors, qu'est-ce que tu reprendras à ces personnes qui disent que les pharmaciens sont des commerçants? Écoutez, déjà, c'est une opinion, Mm. j'entends, mais je demanderai sur quelle base et pourquoi ils le disent. Et après, il faut débattre. On est des commerçants. On est quand même le seul métier qui avons le droit de pouvoir vendre des médicaments et donc de faire du commerce. Mais pourquoi on a ce droit? Parce que justement, on a étudié pendant un certain nombre d'années pour savoir la différence entre un médicament A et un médicament B et surtout pour savoir que avec nos partenaires, les médecins, s'il y a une ordonnance qui n'est pas forcément la plus adéquate d'un point de vue interaction médicamenteuse, on ne va pas vous le vendre. On va vous le Mm. dire, ah ça, il faut faire attention. On nous traite souvent c'est vrai, de vendeurs de médicaments. Pourtant, on refuse souvent de vendre des psychotropes. Donc, si c'était qu'un vendeur, le vendeur, il ne fait que vendre. Il Mm. n'a pas de question d'éthique. Alors qu'en officine, la 90%, pour ne pas dire la majorité, ont quand même la législation. On ne vend pas n'importe quel médicament à n'importe qui. Et parfois, quand il y a abus aussi, on voit la même personne qui revient, on ne lui vend pas. Quand on sait que ça ne va pas aider. Donc, si on n'était que des vendeurs, on n'allait pas avoir ce cas de conscience. Donc, on est vraiment un expert et un agent de santé publique qui, c'est vrai, a besoin de nourrir sa famille, a besoin de nourrir les personnes dont ils dépendent, a besoin de nourrir l'État, puisqu'on a des taxes, a besoin de nourrir les autres secteurs, les grossistes, les fabricants, mais on n'est pas uniquement des vendeurs. Surtout que le business model d'une officine, en Afrique comme ailleurs, a switché, ça veut dire est en train de se Mm. transformer. Il fut un temps, à l'époque, comme on dit en Côte d'Ivoire, de Simon Templat, où c'était le pharmacien vient, le patient il vient, il dit j'ai mal à la tête, on lui donne A, il prend, il discute pas. Mm. C'était le temps où le pharmacien ne cherchait pas à faire autre chose et il donnait le médicament. C'était donc distribuer, enfin vendre du La médicament. dispensation. Mm. De plus en plus maintenant, le pharmacien est le partenaire dans ce qu'on appelle la notion de One Health. Un seul Mm. patient au centre de toutes les préoccupations, que ce soit un dentiste, un médecin, un podologue, tout, c'est le même patient avec la pharmacie. Donc, Mm. on est entré dans une approche holistique de prise en charge pour le bien-être du patient et qu'il se sente mieux. Dans ce cadre-là, notre approche n'est pas seulement que médicamenteuse. Il y a aussi de la prévention. Donc, on veut peut-être pouvoir justement éduquer, sensibiliser le patient pour qu'il puisse se sentir mieux. Dans ce cadre-là, on va vers ce qu'on appelle la pharmacie clinique en officine, qui est vraiment pour ceux qui sont polymédiqués, c'est-à-dire ceux qui ont plusieurs médicaments ou qui ont une pathologie, c'est-à-dire une maladie chronique qui dure longtemps, qui ont besoin justement des conseils par rapport aux médicaments qu'ils prennent pour pouvoir voir s'il n'y a pas ce qu'on appelle l'interaction, c'est-à-dire action entre un médicament A et un médicament B qui va être d'un effet qui va être négatif pour la Mm. personne. Eh bien, la personne la plus appropriée à faire cela, c'est le pharmacien C'est clair. d'officine non plus. Donc, dans ce cadre-là, on va vers ce rôle de conseiller, de pouvoir donner des conseils. Vous savez, en Afrique, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, ça dépend de où l'on se situe, le pharmacien est le premier professionnel de santé qui est le plus visité et vers qui on se tourne avant de consulter un médecin. Parce que c'est le pharmacien, c'est le professionnel français le plus proche. Et le plus disponible. Mhm. Ça veut dire qu'on va vers une personne qui est docteur en Mm. pharmacie pour pouvoir avoir un conseil et avec cette action, sans rien payer que le produit qui va donc lui permettre d'aller mieux, on se sent Mhm. mieux. Ouais. Je ne fais pas de jugement, mais toute autre profession, il y a d'abord un paiement à faire De la d'entretien, de consultation. consultation. Nous, non. On peut juste avoir des conseils gratuits. On peut venir dans une officine, avoir des conseils et en sortir sans rien payer. Mhm. Donc, quand Il n'y a pas même, une obligation. c'est quand même un professionnel de santé et ce n'est pas un commerçant comme n'importe qui. C'est clair. Bah, en tout cas, merci. Je pense que j'aurais pas dit mieux. Alors, l'une de mes dernières questions, c'est quel conseil, parce que là, bientôt, on aura des bacheliers qui vont commencer à réfléchir, à s'orienter. Donc, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui s'intéresserait à la pharmacie? Il faut d'abord voir si on a les compétences pour. Mhm. Donc, je l'ai cité tantôt, de la rigueur, être analytique,
Mais la première compétence importante, c'est être humain, Mhm. aimer son prochain. Parce que ce genre de métier, où c'est quand même, je pense, l'un des métiers, d'ailleurs les seuls en officine, qui vous fait face à différents types de personnes, différents types de classes sociales, différents types de races en un jour. C'est Tu clair. peux avoir euh, un homme, une femme, tout ce que vous voulez, un enfant, une personne âgée, un diabétique, en fait, tout type de personnes noires, blanches, aisées, moins aisées, qui Mm. a des problèmes de notions de psychologie dans la même journée. Donc, c'est quand C'est même clair. l'un des seuls métiers. Donc, il faut savoir qu'il faut aimer, parce que tout le monde est différent. Mm. Et on n'a pas d'atome crochu avec tous les patients, mais on est professionnel. C'est clair, il faut Donc, de la bienveillance voilà, aussi. donc Mm. il faut aimer la science. Donc, il faut savoir qu'il faut aimer la science, il faut aimer l'être humain, et il faut aimer pouvoir résoudre des problématiques parce que chaque jour est différent. Mhm. Tu peux avoir Monsieur Raymond qui va venir aujourd'hui et Madame Cécilia qui va venir demain et qui ont la même pathologie mais qui ont des problématiques différentes. Différente, ouais. Donc, il y a ça. Après, il faut pouvoir se projeter, savoir qu'il y a différents secteurs. On est au 21e siècle. Le digital est un secteur qui est primordial, qui facilite la vie, qui est intégré déjà, qui va être intégré de plus en plus dans le secteur pharmaceutique. Donc, il faut prendre cela en compte. Il faut rêver grand. Il faut pouvoir rêver grand et se dire que seulement sky is the limit, donc seulement le ciel est notre limite et que euh, nos pères, il faut savoir que l'Ordre des pharmaciens a été créé le 2 septembre 1960 en Côte d'Ivoire. On sait tous que Mm. la Côte d'Ivoire était indépendante depuis le 7 août. Donc ça veut dire que moins de 30 jours après l'indépendance, l'Ordre a été créé. Cela démontre à quel point nos pères et nos aînés ont travaillé pour leur profession pour pouvoir justement imposer et penser à la santé des populations. Donc, ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour nous mettre où on est, il faut que les jeunes qui arrivent nous amènent à un niveau qui est encore 2 fois C'est supérieur derrière. et continuent de donner les lettres de noblesse à la profession. Et donc, c'est de leur ressort. C'est l'avenir. C'est grâce à eux que la population pourra se sentir bien. Et on aura toujours besoin d'un pharmacien, d'officine, d'industrie, de marketing, du digital. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on se rend compte qu'il y a des masters, effectivement, qui se créent sur ce volet-là dans le domaine Tout pharmaceutique à et fait, tout à médical. fait. Par Ouais. rapport aux médicaments, maintenant, les médicaments sont de plus en plus personnalisés. Le génome, génomique, on donne un médicament qui est personnalisé par rapport à ta composition et tout. Donc, Mm. c'est un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir, malgré tout ce qu'on dit. Euh, En Côte d'Ivoire, il y a le monopole pharmaceutique. Je crois que dans le futur, qui va prendre une autre forme. Mm. C'est mon opinion. Mais ils seront toujours là et les pharmaciens, on aura toujours besoin. Donc, c'est un métier où on sait que tant qu'il y a le monde et qu'il y a des êtres humains, on aura besoin de pharmaciens. C'est C'est ça, déjà on aura besoin rassurant. de C'est médicaments. déjà rassurant. Donc, il faut juste maintenant apporter sa pierre. Et on en a beaucoup. En Côte d'Ivoire, je sais que l'une des priorités actuelles, c'est par rapport à l'industrialisation. Donc, c'est déjà un pan. Après, excuse-moi, tu as cité le digital, qui est un autre pan. Il y a le Mm. cosmétique actuellement. Il y a de plus en plus de marques africaines de cosmétiques qui est quand même les pharmaciens, Commence à on l'espère, émerger. commencent à Mm. émerger. Donc il y a vraiment des débouchés à n'en plus finir. Et il faut créer la voie. Je prends mon petit exemple. Je suis rentré en 2017, ou fin 2016-2017, donc ça fait à peu près 8 ans pour 2017. Quand je rentrais, il n'y avait pas forcément de cabinet de consultance, je ne vais pas dire à moyenne échelle, mais il n'y en Mm. avait pas. Quand on dit pharmacien consultant, on ne savait pas c'était quoi. 10 ans après, quand j'ai voulu faire mon cabinet, ça n'existait pas. Donc j'ai commencé, j'ai créé. Je ne vais pas dire que j'étais le seul, ce serait prétentieux, mais on n'était Ouais. pas nombreux. Mhm. Et je vois maintenant de plus en plus qu'il y a de plus en plus de cabinets, il y a de plus en plus de personnes qui font autre chose. Et donc, c'est cela. Ça n'existait pas, mais il y avait C'est une clair. vision, il y avait un besoin. Et donc, le besoin en 2030, en 2035, pour ceux qui sont en pharmacie, ils doivent pouvoir se projeter et déjà y penser et pouvoir le faire, pouvoir continuer à exceller. Totalement. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour tes précieux conseils. Est-ce que tu aurais un mot de fin? Merci de m'avoir invité. Oui. Merci de penser à la profession. Tu es Mm. quand même pharmacienne. Et merci de pouvoir justement permettre, par toi, à une certaine éducation. Et c'est un des rôles des métiers des pharmaciens qui peut être différent et qui est quand même porteur. Donc, c'est un métier d'avenir. Il faut y croire. C'est un métier qui demande de la passion, d'aimer son prochain, mais qui est tellement gratifiant et Mm. qui permet tellement au soir, quand on va se coucher,
d'être heureux d'avoir choisi ce métier. Et ça, à tous les niveaux, hein. Oui, C'est-à-dire que même en amont, des personnes qui vont réfléchir, justement, identifier le problème quand on reste dans l'industrie pharmaceutique, identifier la problématique, identifier le besoin d'un médicament, réfléchir au concept jusqu'à les faire tester et les mettre sur le marché pour justement, régler un problème. En tout cas, ça a été, hyper intéressant de t'avoir, aujourd'hui merci. sur ce plateau. C'est vrai que c'est une édition spéciale, donc comme on l'a dit, les rendez-vous de Docteur Cécilia, on parle de santé, de bien-être. Mais parler également du métier de pharmacien qui est notre métier aujourd'hui, c'est important pour que bah, la jeune génération et même les pharmaciens qui essaient de chercher leur voie trouvent les solutions justement grâce à ce podcast. Donc, merci beaucoup, merci Raymond. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode des rendez-vous de Dr Cécilia.